5 jours plus tôt, notre jardin était rempli du chaos joyeux d'une fête de famille. Papa venait de recevoir sa promotion au poste de directeur régional des ventes, et maman avait insisté pour organiser un barbecue pour marquer l'occasion. L'après-midi de juin était parfait pour un rassemblement en plein air, avec une lumière dorée filtrant à travers les chênes qui bordaient notre propriété dans la banlieue de Cleveland. Oncle Todd était venu de Phoenix avec sa fille de 16 ans, Jessica, tandis que les voisins et les amis de la famille remplissaient les chaises longues et les tables de pique-nique dispersées sur notre pelouse bien entretenue. J'avais hâte de partager des nouvelles passionnantes concernant mes recherches de 3e cycle à l'université Case Western Reserve. En tant qu'étudiant en génie biomédical spécialisé dans les dispositifs de thérapie respiratoire, j'étais sur le point de faire une percée qui pourrait révolutionner le traitement d'urgence de l'asthme. Mon directeur de thèse, le professeur Williams, m'avait encouragé à présenter mes résultats préliminaires à la famille, sachant à quel point ils étaient fiers de mes réussites académiques. Mais dès le moment où j'ai commencé à installer mon ordinateur portable et mon matériel de présentation sur la table du patio, j'ai senti le regard plein de ressentiment de Garrett me brûler le dos. À 19 ans, mon jeune frère avait toujours eu du mal avec la comparaison entre nous. Alors que j'excellais académiquement, il maintenait à peine des notes de passage à l'Ohio State, passant plus de temps dans les fêtes de fraternité que dans les amphithéâtres. Les éloges constants de papa pour mes accomplissements en recherche ne faisaient qu'approfondir le gouffre entre nous. Encore une des conférences scientifiques ennuyeuses de Porter, a marmonné Garrett à notre cousine Jessica alors que je connectais mon ordinateur portable au projecteur extérieur que papa avait emprunté à son bureau. Regarde le frimer comme s'il était une sorte de génie. J'ai choisi d'ignorer ses commentaires, me concentrant plutôt sur l'enthousiasme sincère de l'oncle Todd, qui travaillait comme ambulancier paramédical et comprenait l'importance médicale de mon travail. Alors que je commençais à expliquer comment la technologie actuelle des inhalateurs pouvait échouer lors des moments critiques, laissant les patients vulnérables à des crises d'asthme mortelles, plusieurs parents se sont penchés en avant avec un intérêt réel. Le problème avec les inhalateurs de secours existants, ai-je expliqué en faisant défiler des diapositives montrant des statistiques de détresse respiratoire, c'est qu'ils reposent sur un mécanisme de délivrance unique. Si ce mécanisme est compromis par des dommages, un vol ou une interférence délibérée, les patients n'ont aucune option de secours lors des urgences vitales. Mon asthme sévère s'était développé suite à une pneumonie quand j'avais 8 ans. Ce qui avait commencé comme une simple infection respiratoire avait endommagé de façon permanente ma fonction pulmonaire, me laissant dépendant d'un régime complexe de médicaments quotidiens et d'inhalateurs de secours d'urgence. Cette condition avait façonné toute ma concentration académique, me poussant vers des recherches qui pourraient empêcher d'autres familles de vivre la terreur de voir un être cher lutter pour respirer. Tout au long de ma présentation, les commentaires désobligeants de Garrett sont devenus de plus en plus amers. Il a fait des remarques sarcastiques sur ma condition médicale dramatique, suggérant que j'exagérais mes symptômes pour obtenir de l'attention et de la sympathie. Quand papa a loué mon approche innovante pour résoudre des problèmes médicaux réels, la mâchoire de Garrett s'est serrée avec une rage à peine contenue. La chaleur de l'après-midi, combinée au pollen de l'herbe fraîchement coupée et à la fumée du grill au charbon de bois de papa, a commencé à déclencher l'oppression familière dans ma poitrine qui avertissait d'une crise d'asthme imminente. Je me suis excusé du cercle de conversation et me suis dirigé vers la maison pour récupérer mon inhalateur de secours dans la poche de ma veste. C'est là que Garrett a frappé. Alors que je tendais la main vers le petit appareil bleu qui représentait ma bouée de sauvetage lors des urgences respiratoires, la main de mon frère a jailli comme un serpent qui attaque. Il a arraché l'inhalateur de mes doigts et l'a tenu au-dessus de sa tête, sa stature des 1m88 lui donnant un avantage clair sur ma taille plus modeste. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je haleté, sentant mes voies respiratoires commencer à se resserrer alors que la panique amplifiait mes difficultés respiratoires. « Je n'ai pas d'asthme » a déclaré Garrett assez fort pour que les parents à proximité entendent. « Donc, tu n'as pas le droit d'en avoir non plus. » Au début, plusieurs membres de la famille ont ri, supposant qu'il s'agissait d'un chahut fraternel typique. Oncle Todd a levé les yeux de sa conversation avec papa, ses instincts de paramédic commençant à enregistrer de l'inquiétude en remarquant ma respiration de plus en plus laborieuse. « Garrett, rends-le » ai-je sifflé, tendant désespérément la main vers l'inhalateur alors que mon frère continuait de le tenir juste hors de ma portée. Déjà à bout de souffle, « loser » a-t-il ri, sa voix dégoulinant d'années de ressentiment et de jalousie accumulée. Ma poitrine me donnait l'impression que quelqu'un serrait des bandes d'acier autour de ma cage thoracique. Chaque respiration devenait un effort monumental. Alors que mes voies respiratoires continuaient de se resserrer, je pouvais sentir mes lèvres commencer à bleuir alors que les niveaux d'oxygène dans mon sang chutaient à des niveaux dangereux.
S'il te plaît, ai-je supplié, ne me souciant plus de la dignité ou de la dynamique familiale alors que l'instinct de survie prenait le dessus. La formation médicale de l'oncle Todd s'est déclenchée lorsqu'il a reconnu la gravité de ma détresse. Il s'est jeté à travers le patio, plaquant Garrett avec assez de force pour les envoyer tous les deux rouler sur la terrasse en bois. L'inhalateur a cliqueté sur les planches alors que Todd se précipitait pour le récupérer. « Appelez le 911 maintenant », a crié Todd en pressant l'inhalateur dans mes mains tremblantes. J'ai déclenché l'appareil avec une urgence désespérée, sentant le médicament bronchodilatateur commencer sa course contre la montre pour rouvrir mes voies respiratoires resserrées. Mais ma saturation en oxygène avait déjà chuté à des niveaux critiques. Le monde autour de moi a commencé à virer au gris alors que la voix de l'oncle Todd semblait venir de très loin. Les heures suivantes se sont brouillées dans un flou de procédures aux urgences et de surveillance médicale. Les ambulanciers étaient arrivés quelques minutes après l'appel de l'oncle Todd, mais mon état nécessitait une hospitalisation immédiate pour observation et traitement. Le docteur Chen, le médecin urgentiste qui m'a traité plus tard, a expliqué qu'une minute ou deux de plus sans mon médicament de secours aurait pu entraîner une insuffisance respiratoire complète et des lésions cérébrales potentielles dues au manque d'oxygène. Pendant que je récupérais dans le lit d'hôpital relié à des moniteurs d'oxygène et des voies intraveineuses, j'ai entendu l'oncle Todd avoir une conversation animée avec mes parents dans le couloir à l'extérieur de ma chambre. Ce n'était pas une farce inoffensive, la voix de Todd portait clairement à travers la porte partiellement ouverte. Garrett a délibérément retenu des médicaments vitaux de son frère lors d'une urgence médicale. À mon avis professionnel, cela constitue une agression avec une arme mortelle. Il est juste jaloux du succès de Porter, a répondu maman sur la défensive. Tu sais à quel point les frères et sœurs peuvent être compétitifs. Compétitifs ? La voix de Todd s'est élevée avec une colère incrédule. Suzanne, ton fils a failli mourir aujourd'hui parce que Garrett a décidé de jouer à Dieu avec la condition médicale de son frère. Cela va bien au-delà de la rivalité fraternelle normale. Ce que je ne savais pas avant bien plus tard, c'est que l'oncle Todd était resté au barbecue après mon départ en ambulance, utilisant son téléphone pour enregistrer discrètement une conversation entre Garrett et notre cousine Jessica. Dans cet enregistrement, qui deviendrait plus tard une preuve cruciale, Garrett se vantait d'avoir enfin remis Porter à sa place et de lui avoir montré ce que cela fait d'être impuissant. Le plus effrayant de tout était le commentaire final de Garrett sur cet enregistrement, « Tu as vu à quel point il avait l'air effrayé ?» J'aurais dû attendre plus longtemps avant de laisser l'oncle Todd prendre l'inhalateur. Peut-être que la prochaine fois, Porter n'aura pas autant de chance. 3 jours après mon hospitalisation, l'oncle Todd a pris une décision qui allait changer notre famille pour toujours. Il a apporté son enregistrement secret directement au département de police de Cleveland, demandant spécifiquement à parler à quelqu'un spécialisé dans les cas d'agression médicale. La détective Maria Santos, une vétérane de 12 ans dans la force qui avait perdu son propre jeune frère d'une crise d'asthme fatale pendant l'enfance, a accepté d'examiner les preuves. La détective Santos a écouté l'enregistrement de Todd avec une alarme croissante. En tant que personne comprenant les conséquences dévastatrices d'un traitement retardé de l'asthme, elle a immédiatement reconnu la nature criminelle des actions de Garrett. La rétention délibérée de médicaments vitaux, combinée à l'intention exprimée de Garrett de me nuire et à son manque de remords, brossait un tableau clair d'agression aggravée avec des charges potentielles de tentative de meurtre. Monsieur Valdez, a-t-elle dit à l'oncle Todd, utilisant son nom de famille. Cet enregistrement fournit des preuves de préméditation et d'intention de causer des lésions corporelles graves. Votre neveu Porter a failli perdre la vie et votre autre neveu Garrett a essentiellement avoué avoir apprécié l'expérience et prévoir de la répéter. L'enquête a avancé rapidement alors que la détective Santos interrogeait les témoins du barbecue. Plusieurs parents ont confirmé avoir vu Garrett m'empêcher délibérément d'accéder à mes médicaments alors que je souffrais clairement de détresse respiratoire. Leurs déclarations ont corroboré la chronologie et les circonstances qui ont transformé ce qui aurait pu être rejeté comme une dispute familiale en une affaire criminelle grave. Le docteur Amanda Richardson, ma pneumologue de longue date, a fourni un témoignage d'expert crucial sur la réalité médicale de ma condition. Elle a expliqué aux enquêteurs comment mon type particulier d'asthme sévère pouvait passer de symptômes gérables à une insuffisance respiratoire potentiellement mortelle en quelques minutes lorsque des facteurs déclencheurs se combinaient à des retards de médication. La saturation en oxygène de Porter à son arrivée aux urgences était de 68%, a rapporté le docteur Richardson. Les niveaux normaux varient de 95 à 100%. À 68%, il souffrait d'une hypoxémie sévère qui aurait pu causer des lésions cérébrales permanentes ou un arrêt cardiaque en quelques minutes. Pendant ce temps,
je luttais avec la décision de poursuivre ou non des accusations criminelles contre mon propre frère. La pression de mes parents pour garder cela au sein de la famille était immense et émotionnellement épuisante. Ils avaient déjà engagé un avocat coûteux pour Garrett et épuisé des ressources qui avaient été destinées aux frais de mon programme doctoral. Ma petite amie Sarah, étudiante en soins infirmiers à l'école de médecine de l'université Case Western Reserve, m'a aidé à comprendre les implications plus larges des actions de Garrett. Lors d'une de nos conversations tardives dans mon appartement près du campus, elle a posé une question qui a tranché à travers ma confusion de loyauté familiale. Porter, et si Garrett fait ça à quelqu'un d'autre, a demandé Sarah, ses yeux bruns sérieux d'inquiétude. Et s'il décide qu'une autre personne handicapée ou souffrant d'une condition médicale mérite de souffrir? Peux-tu vivre avec toi-même en sachant que tu avais la chance de l'arrêter et que tu as choisi la protection familiale à la place? Ces mots m'ont forcé à affronter une vérité inconfortable. Le comportement de Garrett ne se limitait pas à une rivalité fraternelle. La détective Santos avait commencé à découvrir des preuves d'un modèle plus large de comportement cruel envers des individus vulnérables. Des publications sur les réseaux sociaux remontant à plusieurs années montraient Garrett se moquant de camarades de classe ayant divers handicaps et conditions médicales, les qualifiant de « faibles » et suggérant qu'ils méritaient leur souffrance. L'enquête a pris une tournure choquante lorsque la détective Santos a découvert que Garrett volait systématiquement mes inhalateurs sur ordonnance depuis des mois avant l'incident du barbecue. Les dossiers de la pharmacie montraient que je renouvelais mes ordonnances plus fréquemment que médicalement nécessaire, tandis que le compte bancaire de Garrett révélait des dépôts en espèces qui coïncidaient avec ses dates de renouvellement. Votre frère vendait vos inhalateurs de secours à d'autres étudiants, a expliqué la détective Santos lors de notre entretien au poste de police. Il dirigeait essentiellement une opération de marché noir de médicaments vitaux tout en vous laissant avec des dispositifs de secours périmés qui auraient pu échouer lors d'une urgence réelle. Cette révélation a transformé ma compréhension de l'attaque du barbecue d'un acte impulsif de cruauté en une escalade calculée de mise en danger continue. Garrett n'avait pas seulement menacé ma vie une fois. Il avait systématiquement sapé ma sécurité médicale pendant des mois tout en profitant de ma vulnérabilité. Le professeur Williams, mon directeur de thèse, a fourni un témoignage supplémentaire sur le modèle de harcèlement de Garrett sur le campus. Il avait été témoin de plusieurs cas où Garrett s'était présenté à mon laboratoire de recherche, faisant des commentaires menaçants sur ma santé et tentant d'interférer avec mon travail académique. Garrett m'a dit que l'asthme de Porter était une excuse pratique pour obtenir un traitement spécial, a rapporté le professeur Williams. Il a dit que Porter ne méritait pas le succès parce que sa condition médicale lui donnait un avantage injuste grâce aux aménagements pour handicapés. Le procureur James Fletcher a reconnu l'impact potentiel de la poursuite de cette affaire. En tant que candidat à sa réélection sur une plateforme de protection des citoyens vulnérables, il a vu une opportunité d'envoyer un message fort sur la mise en danger médicale et les violations des droits des personnes handicapées. Cette affaire représente plus qu'une rivalité fraternelle qui a mal tourné, a annoncé le procureur Fletcher lors d'une conférence de presse. Les actions de M. Garrett Morrison constituent une agression préméditée délibérée sur un individu dont la condition médicale le rendait particulièrement vulnérable à des dommages graves ou à la mort. Les accusations portées contre Garrett étaient sévères, agression aggravée, mise en danger imprudente, vol de médicaments sur ordonnance et tentative de meurtre. Chaque accusation entraînait une peine de prison importante, et la combinaison pourrait entraîner des décennies derrière les barreaux s'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Les groupes locaux de défense de l'asthme se sont ralliés à mon cas, reconnaissant son potentiel pour établir d'importants précédents juridiques pour la protection des personnes souffrant de conditions respiratoires contre la mise en danger médicale délibérée. La Fondation américaine de l'asthme et des allergies a publié une déclaration soutenant l'accusation et soulignant le problème plus large du vol de médicaments et de la maltraitance familiale des personnes handicapées. À mesure que l'attention des médias grandissait, la réponse de mes parents devenait de plus en plus décevante. Au lieu de reconnaître la gravité des actions de Garrett ou d'exprimer de l'inquiétude pour mon bien-être, ils se sont entièrement concentrés sur la protection de leur plus jeune fils contre les conséquences. Ils ont vidé mon fonds universitaire pour payer la défense juridique de Garrett, puis m'ont menti sur la disponibilité de l'aide financière pour terminer mon programme de doctorat. La goutte d'eau a fait déborder le vase lorsque j'ai découvert qu'ils rencontraient secrètement l'avocat de Garrett pour discuter de stratégies visant à me dépeindre comme un frère aîné vindicatif, cherchant à se venger par de fausses accusations. Leur trahison m'a blessé plus profondément que l'attaque physique de Garrett car elle représentait un choix conscient de sacrifier ma sécurité et mon avenir pour sa protection. Oncle Todd est intervenu pour combler le vide laissé par l'abandon de mes parents, offrant à la fois un soutien émotionnel et une aide financière pour mes études.
Sa décision d'enregistrer les aveux de Garrett et de les signaler à la police avait été motivée par une réelle inquiétude pour ma sécurité plutôt que par un désir de détruire notre famille. Porter, j'ai vu trop de morts évitables dans ma carrière d'ambulancier, a expliqué Todd lors de l'une de nos conversations à son hôtel près du centre-ville de Cleveland. Quand quelqu'un refuse délibérément des soins médicaux à une personne vulnérable, il commet une tentative de meurtre. Tes parents peuvent choisir de permettre le comportement de Garrett, mais je ne serai pas complice de la dissimulation d'un crime qui aurait pu te tuer. Rachel Morrison, l'avocate de la défense influente engagée par mes parents, a construit sa stratégie autour de la minimisation des actions de Garrett et de la maximisation des attaques contre mon caractère. Avec plus de 15 ans d'expérience dans la défense de clients dans des affaires d'agression très médiatisées, Morrison se spécialisait dans la transformation des accusés criminels de perpétrateurs en victimes de circonstances indépendantes de leur volonté. Son approche consistait à dépeindre l'incident du barbecue comme une rivalité fraternelle inoffensive qui avait été exagérée par des forces de l'ordre trop zélées et des procureurs opportunistes cherchant de la publicité en année électorale. Morrison prévoyait de soutenir que j'avais exagéré ma condition médicale pour attirer la sympathie et obtenir un gain financier potentiel grâce à des poursuites civiles contre ma propre famille. Mesdames et messieurs du jury, s'exerçait Morrison lors de la préparation de sa déclaration d'ouverture, ce dont vous êtes témoin est le résultat tragique de dynamiques familiales normales criminalisées par un système qui ne comprend pas les relations complexes entre frères. La juge Patricia Hernandez, une juriste de 58 ans connue pour son approche pragmatique des procédures judiciaires, avait son propre lien personnel avec les cas d'asthme. Ayant souffert de graves problèmes respiratoires depuis l'enfance, elle comprenait la nature potentiellement mortelle du traitement médical retardé d'une manière qui lui donnait un aperçu unique des preuves présentées. La préparation du dossier de l'accusation impliquait un travail approfondi avec le Dr Richardson pour m'aider à m'entraîner à raconter les événements traumatisants sans déclencher de crise d'anxiété qui pourraient compromettre mon témoignage. En tant que personne qui m'avait traité pendant plus d'une décennie, elle comprenait comment le stress des procédures judiciaires pouvait exacerber mes symptômes respiratoires. Porter, le jury doit comprendre non seulement le danger physique auquel tu as fait face, mais aussi l'impact psychologique continu d'avoir quelqu'un en qui tu avais confiance menacer délibérément ta vie, a expliqué le Dr Richardson lors de nos séances de préparation. Ton frère n'a pas seulement volé un inhalateur. Il a transformé ta vulnérabilité médicale en arme contre toi. Les tactiques de défense agressive de Morrison comprenaient l'assignation à comparaître de mon dossier médical complet remontant à l'enfance. À la recherche d'incohérences ou de preuves que mon état d'asthme était moins grave que prétendu. Elle a demandé pourquoi je ne portais pas plusieurs inhalateurs de secours et a suggéré que toute personne responsable avec ma condition aurait pris des précautions supplémentaires contre la perte de médicaments. Le processus d'instruction a révélé le plan de Morrison de soutenir que j'avais délibérément provoqué les actions de Garrett en affichant mes réussites académiques et en le faisant se sentir inadéquat au sein de notre dynamique familiale. Elle avait l'intention de prétendre que ma présentation au barbecue était une tentative calculée d'humilier Garrett devant des parents et que sa réponse, bien qu'inappropriée, était compréhensible compte tenu de la provocation émotionnelle. La détective Santos a fourni une contre-attaque dévastatrice à cette stratégie de défense lorsque son enquête a découvert l'historique de recherche Internet de Garrett dans les semaines précédant l'incident du barbecue. Les enregistrements du navigateur de son ordinateur portable ont révélé de multiples recherches sur « Combien de temps quelqu'un peut-il survivre à une crise d'asthme, statistiques de décès par asthme, et symptômes de détresse respiratoire sévère ». Cette preuve démontre une préméditation claire, a témoigné la détective Santos lors des audiences préliminaires. Monsieur Morrison a recherché les conséquences potentielles de la rétention de médicaments contre l'asthme avant de les retenir réellement de son frère. Ce n'était pas un acte impulsif de rivalité fraternelle. C'était une attaque calculée sur quelqu'un qu'il savait médicalement vulnérable. La preuve de préméditation a renforcé l'accusation de tentative de meurtre et a sapé la représentation de Garrett par Morrison comme quelqu'un qui a simplement agi sous le coup d'une détresse émotionnelle momentanée. L'accusation pouvait désormais soutenir que Garrett avait passé des semaines à planifier une attaque spécifiquement conçue pour exploiter ma vulnérabilité respiratoire. Le comportement de Garrett pendant les procédures judiciaires a joué contre sa défense malgré le coaching de Morrison sur le maintien d'une attitude respectueuse. Il a constamment affiché de l'arrogance et un sentiment de droit, souriant avec suffisance pendant les témoignages sérieux et montrant un mépris évident pour le processus judiciaire. La juge Hernandez l'a averti à plusieurs reprises de son attitude irrespectueuse envers les témoins et le personnel du tribunal. Le témoignage d'expert du Dr Richardson a fourni au jury une compréhension claire de la physiologie de l'asthme et de l'importance critique de l'accès immédiat aux médicaments lors des crises.
À l'aide d'illustrations médicales et d'équipements de surveillance en temps réel, elle a démontré à quelle vitesse mon état pouvait passer de symptômes gérables à une insuffisance respiratoire potentiellement mortelle. Lorsque quelqu'un souffrant d'asthme sévère se voit refuser l'accès à ces médicaments de secours, a expliqué le Dr Richardson au jury, chaque minute de retard augmente le risque d'invalidité permanente ou de décès. La décision de M. Morrison de retenir l'inhalateur de son frère, alors que Porter était clairement en détresse respiratoire, équivalait à pointer une arme chargée sur quelqu'un et à appuyer sur la gâchette. Le médecin urgentiste Dr Chen a témoigné de mon état à mon arrivée à l'hôpital après l'incident du barbecue. Son témoignage comprenait des images de sécurité de l'hôpital montrant mes lèvres bleues, ma respiration laborieuse et les interventions médicales urgentes nécessaires pour stabiliser mes niveaux d'oxygène. En 20 ans de médecine d'urgence, a déclaré le Dr Chen au jury, j'ai vu de nombreux décès évitables dus à des crises d'asthme. Monsieur Morrison est arrivé dans notre établissement dans un état critique qui aurait pu être fatal avec même quelques minutes de plus de traitement retardé. Le témoignage de l'oncle Todd s'est avéré particulièrement puissant alors qu'il décrivait m'avoir vu m'effondrer pendant que Garrett continuait de tenir mon inhalateur hors de portée. En tant qu'ambulancier ayant une vaste expérience des urgences respiratoires, Todd pouvait parler avec autorité des signes médicaux qu'il avait observés et de l'urgence de l'intervention requise. Je savais que Porter était en train de mourir, a témoigné Todd, sa voix stable mais chargée d'émotion. Ses lèvres étaient bleues, sa respiration était extrêmement superficielle et son niveau de conscience déclinait rapidement. Garrett tenait la seule chose qui pouvait sauver la vie de son frère, et il prenait plaisir à voir Porter souffrir. Le témoignage réticent de mes parents a encore endommagé le cas de Garrett, car ils ont été forcés d'admettre sous serment qu'ils avaient été témoins de son refus de me rendre mon inhalateur, malgré ma détresse médicale évidente. Le contre-interrogatoire a révélé leur longue histoire consistant à permettre le comportement intimidant de Garrett et à minimiser la gravité de ma condition médicale. Vous avez décrit votre fils, Garrett, comme compétitif et déterminé, a noté le procureur lors du contre-interrogatoire de ma mère. Décririez-vous également le fait de retenir délibérément des médicaments vitaux à quelqu'un ayant une urgence médicale comme un comportement compétitif ? L'incapacité de maman à répondre directement à cette question en disait long au jury sur le dysfonctionnement de notre famille et sa réticence à tenir Garrett responsable d'actions potentiellement mortelles. Le moment culminant de cette phase est survenu lors du contre-interrogatoire agressif de Morrison conçu pour me faire admettre que je n'étais pas vraiment en danger grave pendant l'incident du barbecue. Sa stratégie impliquait de me pousser à reconnaître que j'avais exagéré mes symptômes ou que l'attaque n'était pas aussi grave que le suggéraient les dossiers médicaux. Monsieur Morrison, a-t-elle insisté. N'est-il pas vrai que vous auriez pu simplement demander à d'autres membres de la famille de vous aider à récupérer votre inhalateur au lieu de créer cette scène dramatique ? Le stress de son interrogatoire agressif combiné à la mauvaise circulation de l'air dans la salle d'audience et à mon anxiété persistante à l'idée de revivre l'attaque a déclenché un épisode d'asthme inattendu juste là, à la barre des témoins. Alors que je commençais à lutter pour respirer, tendant désespérément la main vers mon inhalateur de secours, la réponse de Garrett a détruit toute sympathie restante que le jury aurait pu avoir pour lui. Il a ri, non pas discrètement, mais assez audiblement pour que la juge Hernandez, le jury et les spectateurs dans la galerie entendent son amusement face à ma détresse médicale. Même Morrison a semblé choqué par la réaction de son client alors que les officiers de justice se précipitaient pour fournir une assistance d'urgence. Monsieur Morrison, a déclaré sèchement la juge Hernandez, votre comportement est tout à fait inapproprié et sera noté au dossier du tribunal. Mais les dommages causés au cas de Garrett étaient irréversibles. Le jury avait été témoin de première main à la fois de ma véritable vulnérabilité médicale et de sa jouissance insensible de ma souffrance. La stratégie de défense agressive de Morrison s'était retournée contre elle de manière spectaculaire, fournissant à l'accusation la preuve la plus puissante possible, la propre réaction de Garrett en me voyant en détresse respiratoire. La présentation systématique des preuves par l'accusation a méthodiquement démoli chaque aspect de la stratégie de défense de Morrison tout en révélant toute l'étendue du comportement dangereux de Garrett. Le docteur Michael Chen est monté à la barre pour fournir un témoignage médical détaillé sur mon état à mon arrivée au service des urgences de l'hôpital général de Cleveland. La saturation en oxygène de Monsieur Morrison était de 68% lorsque notre équipe médicale l'a évalué pour la première fois, a témoigné le docteur Chen en consultant les dossiers médicaux de cette nuit-là. Pour le contexte, tout ce qui est inférieur à 90% constitue une urgence médicale, et des niveaux dans les 60 indiquent une hypoxémie sévère mettant la vie en danger qui peut causer des lésions cérébrales permanentes en quelques minutes.
Les images de sécurité de l'hôpital diffusées pour le jury sur de grands moniteurs montraient ma lutte désespérée pour respirer alors que le personnel médical travaillait frénétiquement pour stabiliser mon état. La preuve visuelle était bien plus puissante que n'importe quelle description verbale n'aurait pu l'être, permettant aux jurés d'être témoins de la véritable gravité de ma détresse respiratoire. Le docteur Chen a expliqué la chronologie médicale qui prouvait à quel point j'étais passé près de dommages irréversibles ou de la mort. Sur la base de l'état de M. Morrison à son arrivée et du taux de détérioration que nous avons observé, je peux dire avec certitude médicale que 2 à 3 minutes supplémentaires sans traitement auraient pu entraîner un arrêt cardiaque ou une lésion cérébrale permanente due au manque d'oxygène. Sarah Martinez, ma petite amie et étudiante en soins infirmiers avec une expérience clinique en soins respiratoires, a témoigné de l'escalade du modèle de harcèlement de Garrett au cours des mois précédant l'attaque du barbecue. Sa documentation détaillée des incidents a aidé à établir que le vol de l'inhalateur n'était pas un événement isolé, mais faisait partie d'une campagne systématique d'intimidation. Garrett se présentait au laboratoire de Porter à l'improviste, a témoigné Sarah. Il faisait des commentaires sur la fausse condition médicale de Porter et suggérait que Porter utilisait son asthme comme excuse pour obtenir un traitement spécial de la part des professeurs et des employeurs. Elle a décrit des incidents spécifiques où Garrett m'avait suivi à des événements universitaires, passé des appels téléphoniques menaçant tard le soir et tenté de saboter mon équipement de recherche en altérant les systèmes de ventilation du laboratoire où je menais des expériences sur des dispositifs de thérapie respiratoire. Le professeur Williams a témoigné des visites non autorisées de Garrett aux installations universitaires et de ses tentatives de discréditer mon travail académique en diffusant de fausses informations sur mes méthodes de recherche et mes résultats. Son témoignage a établi le modèle de Garrett ciblant ma réputation professionnelle ainsi que ma sécurité personnelle. Monsieur Garrett Morrison m'a dit que son frère ne méritait pas le succès académique parce que sa condition médicale lui donnait des avantages injustes grâce aux aménagements pour handicapés, a rapporté le professeur Williams. Il a dit que Porter truquait le système et que quelqu'un devait remettre les pendules à l'heure. L'expert en technologie de l'accusation a présenté des preuves de criminalistique numérique qui brossaient un tableau troublant des activités en ligne et des communications privées de Garrett. Les messages textes supprimés récupérés de son téléphone montraient des conversations avec des amis où il se vantait de me contrôler et de prévoir de m'apprendre une leçon que je n'oublierai pas. L'analyse des médias sociaux a révélé des années de publications où Garrett se moquait de personnes ayant divers handicaps et conditions médicales. Ses comptes Twitter et Instagram contenaient des dizaines de commentaires cruels sur des camarades de classe qui utilisaient des fauteuils roulants, des appareils auditifs ou d'autres dispositifs médicaux, les qualifiant de « faibles » et suggérant qu'ils méritaient leurs difficultés. Le docteur Jennifer Lou, une psychiatre nommée par le tribunal qui avait évalué Garrett pendant la période pré-procès, a témoigné de ses conclusions concernant son état mental et son potentiel de violence future. Son évaluation professionnelle a fourni des aperçus troublants sur la psychologie et les motivations de Garrett. Monsieur Morrison présente des caractéristiques cohérentes avec un trouble de la personnalité narcissique combiné à des traits antisociaux, a rapporté le docteur Lou. Il montre un manque total d'empathie pour la souffrance d'autrui et tire en fait du plaisir à causer de la douleur à ceux qu'il perçoit comme vulnérables ou qui ont du succès. L'évaluation psychiatrique a révélé que Garrett ne voyait pas ma condition médicale comme un problème de santé grave, mais comme une faiblesse qu'il pouvait exploiter pour affirmer sa domination au sein de notre structure familiale. Son ressentiment envers mes réussites académiques s'était combiné à ses troubles de la personnalité pour créer un individu dangereux capable d'une violence croissante. L'enquêteur sur les crimes financiers, le détective Kevin Park, a témoigné du réseau de vols plus large que Garrett avait organisé autour du trafic de médicaments sur ordonnance. L'enquête a révélé qu'il volait et vendait non seulement mes inhalateurs, mais aussi de l'insuline d'étudiants diabétiques et des épipens de ceux souffrant d'allergies sévères. Monsieur Morrison dirigeait un réseau sophistiqué de marché noir ciblant des médicaments vitaux d'étudiants universitaires sur plusieurs campus de l'Ohio, a expliqué le détective Park. Ces profits tirés de ces vols ont dépassé $12 000 sur 8 mois tout en mettant des douzaines d'individus vulnérables en risque d'urgence médicale. Le réseau de vol de médicaments avait entraîné plusieurs incidents évités de justesse où des étudiants ont failli mourir lorsque leurs dispositifs volés ont été remplacés par des produits périmés ou contrefaits. L'opération de Garrett démontrait un mépris total pour la vie humaine dans la poursuite d'un gain financier tiré des vulnérabilités médicales d'autrui. Ashley Thompson, l'ancienne petite amie de Garrett du lycée, a courageusement témoigné de son histoire d'abus psychologiques et de mise en danger délibérée de personnes souffrant de conditions médicales. Son témoignage a révélé que l'attaque du barbecue n'était pas sa première tentative de nuire à quelqu'un en interférant avec ses soins médicaux. Garrett a une fois altéré mon repas alors qu'il savait que j'avais de graves allergies aux noix,
a déclaré Ashley au jury, sa voix tremblant de peur mémorisée. Il pensait que c'était drôle de me voir utiliser mon EpiPen et a dit que je dramatisais une petite sensibilité alimentaire. Son témoignage a établi un modèle de comportement clair où Garrett ciblait les vulnérabilités médicales des gens comme une forme de divertissement et de contrôle. L'incident avec Ashley s'était produit 3 ans avant son attaque contre moi, montrant que son comportement dangereux s'était intensifié avec le temps. Les groupes locaux de défense de l'asthme ont présenté des preuves statistiques sur le problème plus large du vol de médicaments et de la mise en danger médicale délibérée au sein des familles. Le représentant de la Fondation américaine de l'asthme et des allergies a témoigné de cas similaires à travers le pays et du besoin urgent de protection juridique plus forte. Le cas de M. Morrison représente une tendance inquiétante que nous voyons à l'échelle nationale, a expliqué le représentant. Les membres de la famille et les soignants utilisent de plus en plus les vulnérabilités médicales comme outil d'abus et de contrôle, souvent avec des conséquences fatales. Le témoignage sur l'impact communautaire a aidé le jury à comprendre que leur verdict enverrait un message important sur la volonté de la société de protéger les individus vulnérables contre les abus médicaux. Même lorsque ces abus proviennent de membres de la famille qui devraient fournir soins et soutien. La preuve la plus dévastatrice de l'accusation est venue d'une source inattendue, Emma Rodriguez, la petite amie actuelle de Garrett, qui l'avait secrètement enregistré en train de célébrer mon hospitalisation lors d'une fête après l'incident du barbecue. Sa décision de contacter les procureurs avec des preuves vidéo a démontré l'étendue choquante du manque de remords de Garrett. La vidéo montrait Garrett reconstituant le vol de l'inhalateur pour le divertissement, riant alors qu'il démontrait comment il avait tenu mes médicaments hors de portée pendant que je suppliais de l'aide. Le plus accablant de tout était sa déclaration explicite qu'il espérait que je mourrais pour pouvoir tout hériter et ne plus vivre dans mon ombre. J'aurais dû attendre plus longtemps, a déclaré Garrett sur l'enregistrement, clairement ivre mais parlant avec une sincérité indubitable. Peut-être que si Porter s'était évanoui complètement, il aurait appris à ne pas frimer autant. La prochaine fois, je m'assurerai qu'il souffre vraiment. La trahison de la confiance de Garrett par Emma a fourni à l'accusation des preuves irréfutables de ses véritables motivations et de son absence totale d'amour fraternel ou de décence humaine élémentaire. La vidéo a éliminé toute possibilité que ces actions puissent être expliquées comme une colère momentanée ou une rivalité fraternelle mal avisée. La décision d'Emma Rodriguez d'enregistrer secrètement la célébration de ma quasi-mort par Garrett a marqué le début de son effondrement psychologique et juridique complet. Sa preuve vidéo a révélé toute l'étendue de sa personnalité sociopathique et a éliminé tout doute restant sur sa culpabilité ou son potentiel de réhabilitation. L'enregistrement fait lors d'une fête de fraternité 3 jours après mon hospitalisation montrait Garrett entouré d'amis admiratifs alors qu'il se vantait de son plan brillant pour humilier son frère aîné arrogant. Sa discussion désinvolte sur la tentative de meurtre comme divertissement démontrait un niveau de dureté qui a choqué même les agents des forces de l'ordre expérimentés. Vous auriez dû voir sa tête quand il a réalisé que je n'allais pas le rendre, riait Garrett sur la vidéo, imitant mon halètement désespéré pour respirer tandis que son public applaudissait. Il devenait bleu et tout. J'étais Jean, maintenant, c'est qui le faible, génie ? Emma a témoigné qu'elle avait initialement trouvé Garrett charmant et confiant. Mais qu'elle avait progressivement été perturbée par ses commentaires cruels sur les personnes handicapées et son ressentiment évident envers moi. Sa décision de l'enregistrer est venue après qu'il a commencé à se vanter de planifier des attaques supplémentaires sur des personnes vulnérables comme forme de divertissement. Garrett parlait de cibler d'autres étudiants avec des conditions médicales, a déclaré Emma au jury, sa voix stable malgré une difficulté émotionnelle évidente. Il disait que les personnes handicapées étaient des cibles faciles qui méritaient ce qui leur arrivait parce qu'elles étaient trop faibles pour riposter. La preuve vidéo a également révélé que Garrett enseignait à d'autres membres de la fraternité comment identifier et voler des dispositifs médicaux de camarades vulnérables. Il fournissait des instructions détaillées sur la reconnaissance des pompes à insuline, des inhalateurs de secours et des EpiPen, les décrivant comme des articles précieux pouvant être vendus pour des profits importants. Le docteur Patricia Stone, la psychiatre me traitant pour le traumatisme lié à l'attaque, a témoigné de l'impact psychologique grave des actions de Garrett sur ma santé mentale et mon fonctionnement quotidien. Son évaluation professionnelle a révélé les dommages durables causés par la trahison de quelqu'un qui aurait dû fournir protection et soutien. Monsieur Porter Morrison souffre d'un trouble de stress post-traumatique complexe directement lié à l'agression de son frère, a expliqué le docteur Stone. Il subit des attaques de panique chaque fois qu'il tente d'utiliser son inhalateur de secours parce que l'appareil lui-même déclenche des souvenirs de l'attaque et de la cruauté de son frère. Ma performance académique avait chuté après l'incident du barbecue, menaçant ma capacité à terminer mon programme de doctorat et à poursuivre la carrière de recherche que j'avais mis des années à établir.
Le traumatisme avait transformé ma condition médicale d'un défi de santé gérable en un rappel constant de vulnérabilité et de trahison familiale. L'enquête élargie du détective Kevin Park a révélé que les opérations de vol de Garrett s'étendaient bien au-delà de mes médicaments pour inclure un réseau sophistiqué ciblant plusieurs campus universitaires à travers l'Ohio. Plusieurs étudiants avaient failli mourir lorsque leurs médicaments volés avaient été remplacés par des produits périmés ou contrefaits achetés en ligne. L'organisation de M. Morrison était responsable d'au moins 12 urgences médicales graves où les étudiants ne pouvaient pas accéder à leurs médicaments vitaux lors de moments critiques, a témoigné le détective Park. Ces actions ont mis en danger des douzaines de vies tout en générant des profits substantiels à partir des nécessités médicales d'autrui. L'enquête financière a découvert des preuves que Garrett utilisait les profits du vol de médicaments pour soutenir des dettes de jeu et des achats de drogue, expliquant son besoin désespéré de revenus continus provenant d'activités criminelles de plus en plus dangereuses. Ces problèmes d'addiction avaient intensifié sa volonté de risquer la vie des autres pour un gain financier personnel. La trahison finale de mes parents est survenue lors de leur témoignage lorsqu'ils ont admis sous serment qu'ils étaient au courant des problèmes de drogue de Garrett et de ses activités de vol, mais avaient choisi de le couvrir à plusieurs reprises plutôt que de chercher de l'aide ou une intervention. Leur témoignage a révélé des années de comportement permissif qui avaient permis à sa conduite dangereuse de s'intensifier sans contrôle. Nous pensions que si nous continuions simplement à aider Garrett avec ses problèmes financiers, il finirait par sortir de cette phase difficile, a témoigné maman en évitant le contact visuel avec moi tout au long de son passage à la barre des témoins. Nous n'avons jamais imaginé qu'il blesserait réellement Porter sérieusement. Leur aveu qu'ils avaient utilisé mon fonds universitaire pour payer les dettes de drogue et les frais juridiques de Garrett tout en me mentant sur la disponibilité de l'aide financière a démontré leur priorisation claire de sa protection par rapport à mon éducation et à mon avenir. La trahison familiale était complète et irréversible. Le comportement de Garrett dans la salle d'audience est devenu de plus en plus erratique à mesure que les preuves s'accumulaient contre lui. Malgré le coaching répété de Morrison sur le maintien du calme, il ne pouvait pas cacher son arrogance et son sentiment de droit. Ses sourires suffisants pendant les témoignages des victimes et son mépris évident pour les procédures judiciaires ont joué contre toute possibilité de sympathie du jury. La juge Hernandez a émis de multiples avertissements concernant son comportement perturbateur, notant ses yeux au ciel lors des témoignages médicaux sérieux et ses moqueries audibles lorsque les témoins décrivaient la gravité de mes blessures. Son incapacité à montrer un remords approprié ou du respect pour le processus judiciaire a renforcé les arguments de l'accusation concernant son caractère dangereux. La réponse de la communauté à mon cas s'était transformée en un mouvement national alors que les organisations de défense de l'asthme ralliaient du soutien et que la couverture médiatique soulignait le problème plus large du vol de dispositifs médicaux et de la maltraitance familiale des personnes handicapées. Des campagnes de collecte de fonds ont aidé à remplacer mes ressources éducatives épuisées tout en fournissant une thérapie et un soutien juridique. Des messages de soutien sont arrivés de tout le pays alors que d'autres survivants d'abus médicaux partageaient leurs propres histoires de trahison familiale et de mise en danger systématique. La réponse collective a démontré que les actions de Garrett représentaient un problème répandu nécessitant des protections juridiques plus fortes et une sensibilisation sociale. Lors d'une suspension d'audience, Garrett a fait une tentative désespérée de fuir le palais de justice tout en volant des fournitures médicales d'urgence dans la trousse de premiers soins d'un officier du tribunal. Sa capture sur le parking alors qu'il tentait de détruire des preuves de vol de médicaments supplémentaires a entraîné de nouvelles accusations et démontré son danger continu pour la sécurité publique. Même face à de graves accusations criminelles, M. Morrison a poursuivi son modèle de vol de fournitures médicales et de mise en danger d'autrui, a témoigné l'officier qui a procédé à l'arrestation. Ces actions ont montré un mépris total pour le processus judiciaire et une menace continue pour quiconque ayant des vulnérabilités médicales. La tentative d'évasion et la destruction de preuves ont éliminé toute possibilité restante de négociation de plaidoyer ou de réduction des charges. Les propres actions de Garrett avaient prouvé les arguments de l'accusation sur sa nature incorrigible et son potentiel de violence croissante contre les individus vulnérables. La stratégie de défense de Morrison s'est complètement effondrée alors que le comportement de son client s'appelle chaque argument sur son caractère, ses remords ou son potentiel de réhabilitation. Les preuves de préméditation, d'entreprise criminelle continue et d'absence absolue d'empathie ne laissaient aucune place à l'atténuation ou à la sympathie du jury. Contre l'avis urgent de son avocate, Rachel Morrison, Garrett a insisté pour témoigner pour sa propre défense, convaincu que son charme et son intelligence pourraient influencer le jury en sa faveur. Sa décision de prendre la barre des témoins s'avérerait être le dernier clou de son cercueil judiciaire, révélant toute l'étendue de son arrogance, de sa cruauté et de son manque total de remords.
Morrison avait passé des heures à coacher Garrett sur les réponses appropriées et le comportement en salle d'audience, mais sa personnalité narcissique rendait impossible pour lui de maintenir la façade humble et apologétique qu'elle avait soigneusement construite. Quelques minutes après le début de son témoignage, son véritable caractère a commencé à transparaître. Porter a toujours été jaloux de mes capacités athlétiques et de mon succès social, a témoigné Garrett, sa voix confiante et dédaigneuse. Il utilise sa condition médicale comme une béquille pour obtenir de la sympathie et un traitement spécial qu'il ne mérite pas. L'équipe de l'accusation a échangé des regards alors que le témoignage de Garrett s'éloignait du script préparé par Morrison pour entrer en territoire dangereux. Son incapacité à montrer un véritable remords ou à reconnaître ses torts était exactement ce qu'ils avaient espéré lors de la préparation de leur dossier. Le témoignage direct de Garrett comprenait des allégations selon lesquelles j'avais délibérément provoqué l'incident du barbecue en affichant mes réussites académiques et en le faisant paraître inférieur devant les membres de la famille. Il a suggéré que ces actions étaient une réponse justifiée à des années d'abus émotionnels et de favoritisme familial. Tout le monde louait toujours Porter pour ses recherches et son succès académique, a poursuivi Garrett, son ressentiment clairement visible malgré les tentatives de Morrison de lui signaler de modérer sa rhétorique. Personne n'a jamais reconnu mes accomplissements ou reconnu à quel point c'était dur de vivre dans son ombre. Son témoignage a révélé des problèmes psychologiques profonds autour de la compétition et de l'estime de soi. Mais a également démontré sa croyance fondamentale que le succès des autres justifiait ses représailles cruelles. Le jury a écouté avec une alarme croissante alors que Garrett avouait essentiellement voir mon expérience de mort imminente comme une punition appropriée pour la réussite académique. Le contre-interrogatoire de l'accusation a systématiquement exposé chaque mensonge, contradiction et motivation cruelle dans le témoignage de Garrett. La procureure principale Sarah Chen avait passé des jours à préparer des questions conçues pour révéler son véritable caractère et éliminer toute possibilité de sympathie du jury. Monsieur Morrison, vous avez témoigné que vous vous sentiez éclipsé par le succès académique de votre frère, a commencé Chen calmement. Ce sentiment justifiait-il de retenir des médicaments vitaux à quelqu'un ayant une urgence médicale? Porter avait besoin d'apprendre qu'il n'est pas spécial, a répondu Garrett, sa façade de raisonnabilité commençant à se fissurer. Il agit comme si son asthme faisait de lui une sorte de héros, mais en réalité, ça le rend juste faible. Donc, à votre avis, les personnes avec des conditions médicales sont faibles et méritent de souffrir? S'ils vont utiliser leurs conditions pour avancer dans la vie, alors oui, ils devraient faire face aux conséquences. Chen a méthodiquement guidé Garrett à travers les preuves de préméditation. Y compris ses recherches internet sur les décès par asthme et sa recherche délibérée sur le timing de l'insuffisance respiratoire. Chaque question révélait davantage de sa planification calculée et de son intention malveillante. Vous avez recherché combien de temps quelqu'un pouvait survivre à une crise d'asthme avant qu'elle ne devienne fatale. Correct? J'étais juste curieux de la condition de Porter. Et vous étiez curieux de cette information 3 semaines avant l'incident du barbecue où vous avez retenu ces médicaments? Je ne me souviens pas du timing exact. Cela vous rafraîchirait-il la mémoire de voir votre historique de navigation montrant ces recherches à des dates précises? À mesure que les preuves s'accumulaient autour de ses mensonges et de sa préméditation, Garrett devenait de plus en plus agité et défensif. Son image soigneusement construite de légitime défense raisonnable s'est effondrée alors que l'accusation révélait ses mois de planification et sa jouissance de la souffrance d'autrui. Le moment culminant est survenu lorsque Chen a diffusé l'enregistrement vidéo qu'Emma avait fait de Garrett célébrant mon hospitalisation et se vantant de ses plans pour de futures attaques. En se regardant sur les moniteurs de la salle d'audience, le visage de Garrett a rougi d'embarras et de rage. Cette vidéo a été sortie de son contexte, a-t-il affirmé désespérément. J'étais ivre et j'essayais juste d'impressionner les gens lors d'une fête. Donc, quand vous avez dit que vous espériez que votre frère mourrait pour pouvoir tout hériter, c'était juste des paroles de fête? Porter a toujours été dramatique à propos de sa condition médicale, je ne pensais pas qu'il était vraiment en danger grave. Malgré vos recherches sur les taux de mortalité de l'asthme et votre rétention délibérée de son médicament de secours lors d'une crise sévère? Les réponses de Garrett sont devenues de plus en plus incohérentes alors qu'il essayait d'expliquer les preuves accablantes de sa culpabilité. Son témoignage a révélé non seulement un comportement criminel, mais aussi un manque fondamental d'empathie humaine qui le rendait dangereux pour toute personne vulnérable. Les déclarations d'impact des victimes d'autres survivants du réseau de vol de médicaments de Garrett ont fourni des témoignages puissants sur l'impact plus large de son entreprise criminelle. Des étudiants universitaires qui avaient failli mourir lorsque leur insuline ou leurs épipens volés avaient été remplacés par des produits contrefaits ont partagé leurs expériences avec le jury.
Je suis entré en choc diabétique parce que Gareth Morrison a volé mon insuline et l'a remplacée par de l'eau, a témoigné l'étudiante de 2e année Jennifer Walsh. J'ai passé 4 jours en soins intensifs et j'ai failli mourir parce qu'il voulait de l'argent pour la drogue. Le témoignage sur l'impact communautaire comprenait des représentants d'organisations de défense des droits des personnes handicapées et des fabricants de dispositifs médicaux qui ont expliqué comment le vol et la rétention délibérée d'équipements médicaux représentaient une menace croissante pour les populations vulnérables à l'échelle nationale. Le cas de Porter avait inspiré un projet de loi surnommé « Loi Porter », qui renforcerait les sanctions pour le vol de dispositifs médicaux et fournirait de meilleures protections juridiques aux personnes handicapées confrontées à une mise en danger délibérée par des membres de la famille ou des soignants. La délibération du jury n'a duré que 6 heures, indiquant la nature claire des preuves et le témoignage convaincant qu'ils avaient entendu. Le président du jury, Robert Martinez, a expliqué plus tard qu'ils avaient passé la plupart de leur temps à examiner les preuves vidéo et les propres aveux de Gareth plutôt qu'à débattre de sa culpabilité ou de son innocence. Les propres mots et actions de l'accusé ont rendu cette affaire simple, a déclaré Martinez aux journalistes après le verdict. Son manque total de remords et sa jouissance évidente de la souffrance de son frère n'ont laissé aucun doute sur sa culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Lorsque la juge Hernandez a lu les verdicts de culpabilité pour tous les chefs d'accusation, y compris tentative de meurtre, agression aggravée, vol de dispositifs médicaux et racket, le calme de Gareth s'est finalement brisé complètement. Son visage est devenu pâle alors que la réalité de sa situation commençait à pénétrer ses illusions narcissiques d'immunité. La phase de détermination de la peine a inclus des témoignages supplémentaires sur le potentiel de réhabilitation de Gareth et la punition appropriée pour ses crimes. Des témoins experts ont expliqué que ses troubles de la personnalité et son manque total d'empathie le rendaient peu susceptible de bénéficier des programmes de réhabilitation standards. La juge Hernandez a prononcé une peine sévère qui reflétait à la fois la gravité des crimes de Gareth et son potentiel démontré de violences futures contre des individus vulnérables. 15 ans dans une prison à sécurité maximale sans possibilité de libération conditionnelle pour les 8 premières années, avec des peines consécutives supplémentaires pour le réseau de vol et les accusations d'agression en salle d'audience. Monsieur Morrison, vos actions représentent une attaque calculée et soutenue sur l'une des populations les plus vulnérables de la société, a déclaré la juge Hernandez lors de la condamnation. Votre manque total de remords et votre intention exprimée de continuer à nuire aux personnes handicapées font de vous un danger permanent pour la sécurité publique. En entendant sa sentence, le masque final de civilité de Gareth a entièrement disparu. Il s'est jeté à travers la salle d'audience vers moi, hurlant des menaces et des obscénités avant d'être plaqué par plusieurs huissiers. Son explosion violente devant le juge et le jury a fourni la confirmation finale des arguments de l'accusation sur son caractère dangereux. « J'aurais dû te laisser mourir », a-t-il hurlé alors que les officiers le maîtrisaient. « Tu as détruit notre famille, espèce de déchet faible. C'est entièrement de ta faute. » Son attaque au tribunal a entraîné des accusations supplémentaires et a prouvé de manière concluante qu'il restait une menace pour ma sécurité et celle d'autres individus vulnérables. L'incident a été enregistré par les caméras du tribunal et utilisé plus tard dans les appels pour s'assurer qu'il purgerait sa peine complète sans libération anticipée. Les mois suivant la condamnation et la sentence de Gareth ont apporté un mélange de soulagement, de guérison et de changement de vie profond que je n'aurais jamais pu imaginer pendant ces moments terrifiants lors de notre barbecue familial. La victoire juridique représentait plus qu'une vindicte personnelle. Elle était devenue un catalyseur pour un changement social plus large et une transformation personnelle qui donnait un sens au traumatisme que j'avais enduré. La peine de 15 ans de Gareth dans une prison à sécurité maximale m'a offert la sécurité et la clôture dont j'avais besoin pour commencer à reconstruire ma vie sans crainte de représailles ou de futures attaques. Les rapports de l'établissement correctionnel indiquaient qu'il restait impénitent et violent, s'affrontant fréquemment avec d'autres détenus et le personnel pénitentiaire tout en maintenant sa conviction qu'il était la victime d'un système juridique injuste. Des accusations supplémentaires pour agression sur des codétenus et tentatives d'organisation de plans de vol de médicaments au sein du système pénitentiaire ont assuré qu'il purgerait sa peine complète sans possibilité de libération anticipée. Son comportement dangereux continue à justifier l'évaluation de son caractère par le juge et confirmer que l'incarcération était nécessaire pour protéger la société de ses tendances sociopathiques. L'éloignement permanent de mes parents, bien qu'émotionnellement douloureux, s'est finalement révélé libérateur alors que j'apprenais à construire des relations basées sur une véritable attention et un respect mutuel plutôt que sur une obligation biologique. Oncle Todd est entré pleinement dans un rôle paternel, fournissant à la fois un soutien émotionnel et une aide financière qui m'ont permis de terminer mon programme de doctorat sans la dette écrasante que la trahison de mes parents aurait causée. Porter, la famille n'est pas définie par la génétique,
a expliqué Todd lors de l'une de nos conversations régulières dans son nouvel appartement à Cleveland, où il avait déménagé pour être plus proche pendant ma récupération. La vraie famille se compose de personnes qui se protègent et se soutiennent mutuellement, surtout pendant les moments vulnérables. Ma relation avec Sarah s'est approfondie et renforcée alors que nous naviguions ensemble à travers les défis de la récupération du traumatisme. Ses connaissances médicales et son soutien indéfectible pendant les procédures judiciaires se sont avérés inestimables et sa perspective en tant que professionnel de la santé m'a aidé à comprendre les implications plus larges de mon cas pour les droits des personnes handicapées et la sécurité médicale. Les opportunités académiques et professionnelles qui ont émergé de l'attention médiatique autour de mon cas ont dépassé tout ce que j'aurais pu réaliser par les voies traditionnelles. La doyenne Elizabeth Carter a personnellement rétabli mon financement doctoral complet et fourni des ressources de recherche supplémentaires après avoir appris comment mes parents avaient saboté mes finances éducatives pour protéger Garrett. Monsieur Morrison, votre courage à poursuivre la justice malgré la pression familiale démontre exactement le genre de caractère que nous voulons soutenir chez les futurs chercheurs médicaux, a annoncé la doyenne Carter lors d'une cérémonie reconnaissant mes contributions à l'innovation des dispositifs de thérapie respiratoire. Ma recherche de thèse sur les systèmes respiratoires d'urgence de secours a attiré l'attention nationale et le financement de grands fabricants de dispositifs médicaux qui ont reconnu le potentiel commercial et humanitaire de mes innovations. L'ironie que l'attaque de Garrett ait inspiré une technologie salvatrice qui protégerait d'innombrables autres personnes a donné un sens et un but à la souffrance que j'avais endurée. Les licences de brevet pour mon système de secours respiratoire d'urgence ont généré suffisamment de revenus pour assurer mon indépendance financière et financer la recherche continue sur la sécurité des dispositifs médicaux et la prévention du vol. La technologie intégrait des fonctionnalités spécifiquement conçues pour empêcher l'altération et l'accès non autorisé par des abuseurs potentiels. Le Dr Susan Walsh, ma thérapeute en traumatologie spécialisée dans la récupération après abus familial, m'a aidé à traiter les émotions complexes autour de la condamnation de Garrett et de la trahison de ma famille. Son expertise dans les cas impliquant des abus médicaux a fourni un soutien crucial pour développer des mécanismes d'adaptation sains et reconstruire la confiance dans les relations. Porter, ta décision de poursuivre la justice malgré une pression familiale intense a probablement sauvé d'autres vies, a observé le Dr Walsh lors de l'une de nos séances. Le réseau de vol de Garrett s'étendait rapidement, et sa violence croissante suggère qu'il aurait fini par tuer quelqu'un s'il n'avait pas été arrêté. L'impact communautaire de mon cas s'est étendu bien au-delà du précédent juridique pour inspirer des campagnes de sensibilisation nationale sur les abus médicaux cachés au sein des familles et des institutions. Des groupes de soutien se sont formés pour les survivants de mise en danger médicale tandis que des organisations de défense utilisaient mon histoire pour faire pression en faveur de protections juridiques plus fortes et de meilleurs mécanismes de signalement. Marcus Thompson, mon nouveau partenaire de recherche et ami le plus proche, a apporté une perspective façonnée par ses propres expériences avec le handicap, la discrimination et le rejet familial. Notre collaboration sur les innovations en thérapie respiratoire a combiné nos différents domaines d'expertise tout en fournissant un soutien mutuel pour naviguer à travers les défis académiques et sociaux. Tu as transformé la pire chose qui te soit jamais arrivée en quelque chose qui aide d'autres personnes, a observé Marcus alors que nous examinions les résultats préliminaires des tests pour nos derniers prototypes de dispositifs. Les organisations locales et nationales de défense de l'asthme m'ont invité à prendre la parole lors de conférences et d'événements de sensibilisation où j'ai partagé mon histoire et promu les réformes juridiques inspirées par mon cas. Les opportunités de prise de parole m'ont permis de me connecter avec d'autres survivants tout en éduquant les professionnels de la santé et les familles sur les signes et la prévention des abus médicaux. L'adoption de la loi Porter, en Ohio, suivie d'une législation similaire dans 12 autres États, a établi des sanctions plus fortes pour le vol de dispositifs médicaux et a fourni des protections juridiques renforcées pour les personnes vulnérables confrontées à une mise en danger délibérée par des membres de la famille ou des soignants. Les lois comprenaient des dispositions pour des ordonnances de protection d'urgence et des unités de poursuite spécialisées formées aux cas d'abus médicaux. Le succès professionnel dans le domaine du génie biomédical a ouvert des portes à des opportunités de consultation avec des hôpitaux et des entreprises de dispositifs médicaux cherchant à améliorer les protocoles de sécurité et d'accès pour les médicaments d'urgence. Mon expertise acquise grâce à une expérience personnelle traumatisante a fourni des aperçus uniques sur les vulnérabilités que des chercheurs purement académiques pourraient négliger. Les règlements financiers des poursuites civiles contre Garrett et mes parents ont fourni des ressources supplémentaires pour poursuivre la recherche et soutenir d'autres survivants d'abus médicaux. Plutôt que de chercher un enrichissement personnel, j'ai dirigé la plupart des fonds vers des programmes de bourse pour étudiants handicapés et la recherche sur les technologies de prévention des abus.
La décision de l'oncle Todd de déménager définitivement à Cleveland a créé la relation familiale stable que je n'avais jamais connue avec mes parents biologiques. Son réseau de soutien comprenait sa fille Jessica, maintenant étudiante en pré-médecine, inspirée par mon cas pour poursuivre la médecine d'urgence, créant de nouveaux liens qui semblaient plus authentiques que tout ce que j'avais connu en grandissant. Debout devant un public de 1200 professionnels de la santé, défenseurs et survivants lors de la conférence nationale sur l'asthme à Denver, j'ai prononcé le discours liminaire qui résumait mon parcours de victime à survivant à défenseur. L'ovation debout qui a suivi représentait une validation non seulement pour mon courage personnel, mais pour le principe plus large selon lequel les individus vulnérables méritent une protection contre ceux qui exploiteraient leurs conditions médicales. Il y a 5 ans, mon propre frère a tenu mon inhalateur de secours au-dessus de sa tête pendant que je luttais pour chaque respiration, ai-je dit au public, ma voix forte et confiante malgré le poids émotionnel du souvenir. Il a ricané et déjà à bout de souffle, « loser », alors que mes niveaux d'oxygène chutaient à des niveaux mettant ma vie en danger. Aujourd'hui, ces actions ont inspiré des réformes juridiques, des innovations technologiques et des campagnes de sensibilisation qui protègent d'innombrables autres personnes contre des abus similaires. La leçon de vie qui a émergé de cette expérience traumatisante s'est centrée sur le courage requis pour choisir la justice plutôt que la loyauté familiale lorsque la sécurité est en jeu. Et la compréhension que la vraie famille se compose de ceux qui protègent plutôt que de ceux qui partagent la génétique. Mon expérience de mort imminente avait conduit non seulement à une croissance personnelle, mais à des changements systémiques qui bénéficieraient aux populations vulnérables pour les générations à venir. Parfois, les personnes qui sont censées nous protéger deviennent la source de notre plus grand danger, ai-je conclu mon discours. Mais lorsque nous trouvons le courage de dire la vérité et de chercher la justice, nous pouvons transformer nos pires expériences en force de changement positif qui s'étendent bien au-delà de nos vies individuelles. La satisfaction émotionnelle de voir Garrett faire face aux conséquences de ses actes pâlissait en comparaison de l'épanouissement plus profond qui venait de l'utilisation de mon expérience pour protéger les autres et faire progresser la sécurité médicale. La justice avait été rendue non seulement par la punition, mais par la prévention, l'éducation et la réforme systémique. Mon histoire a résonné auprès de millions de personnes qui avaient fait face à des trahisons similaires de la part de membres de leur famille et les a inspirés à chercher de l'aide, signaler les abus et prioriser leur propre sécurité plutôt que de maintenir des relations toxiques. Le courage de briser le silence sur les abus médicaux au sein des familles a créé des effets d'entraînement qui se sont étendus bien au-delà de mon cas individuel. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin dans mon laboratoire de recherche entouré de dispositifs et d'innovations conçus pour protéger les individus vulnérables contre le genre d'attaque auquel j'ai survécu. Le travail donne un sens à la souffrance et transforme le traumatisme personnel en bénéfice universel. Alors que je réfléchis à ce parcours depuis ce moment terrifiant où mon propre frère a choisi la cruauté plutôt que la compassion, je comprends que survivre ne concerne pas seulement la récupération physique, mais le choix de devenir plus fort, plus sage et plus engagé à protéger les autres qui font face à des vulnérabilités similaires. Avez-vous déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et faire ce qui est juste, même lorsque ce choix avait un coût personnel énorme? J'aimerais entendre vos réflexions sur le fait de défendre la justice quand cela signifie affronter des gens que nous sommes censés aimer et en qui nous sommes censés avoir confiance. S'il vous plaît, partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, je vous serais reconnaissant d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur la façon de surmonter l'adversité et de la partager avec d'autres qui pourraient trouver de l'espoir en apprenant que la justice et la guérison sont possibles même après les trahisons les plus profondes. Merci d'avoir écouté mon histoire et de faire partie d'une communauté qui croit que les individus vulnérables méritent protection et respect. J'espère que mon expérience pourra aider d'autres personnes à trouver le courage de s'exprimer et de chercher l'aide qu'elles méritent.